Bonjour et bienvenue à votre webinaire, les webinaires du CHEM. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est consacré à la démarche éco-responsable en cabinet de santé. J'ai la chance d'être accompagnée par le docteur Alice Barras. Bonsoir Alice. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je suis professionnelle de santé durable, qui est une question que j'ai inventée. Je suis chirurgien dentiste de formation et depuis, j'ai changé de voie. Je me suis réorientée et formée notamment au développement durable en santé, à la médecine environnementale, au management de la qualité en cabinet pour progresser en fait sur les opportunités d'intégrer une démarche éco-responsable au cabinet. Ok, je te remercie pour cette présentation. Alors, cette soirée, ce webinaire, alors on a des fidèles qui sont là aujourd'hui, puis il y a peut-être des gens pour qui c'est la première fois avec nous. Nous, c'est quoi? C'est le CHEM. Le CHEM, c'est un acronyme pour dire en fait le Collège des hautes études en médecine. C'est une association qui a été fondée en 1988 par des médecins généralistes qui se sont coordonnés, un petit peu comme aujourd'hui dans nos MSP, dans nos CISA, pour se proposer ensemble de la formation continue. Ils demandaient à un expert de venir et puis ça permettait d'avoir un échange comme ça avec des participants. C'est comme ça qu'est né l'ASSO en 88 et puis au fur et à mesure des années, cette association a grandi. Il y avait toujours les médecins, les pharmaciens, les IDE, les podologues, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les orthophonistes, j'en oublie certainement. On est entouré d'à peu près 300 experts et animateurs. Et puis, on vous propose aujourd'hui un webinaire, mais on propose aussi des choses en présentiel, des classes virtuelles. On a aussi une deuxième entité, c'est l'école des assistants médicaux. Et je crois que ce soir, il y a certains assistants médicaux qui sont avec nous. Et je les remercie. Pour ma part, je m'appelle Karine Delahaye-Muller. Je suis cadre pédagogique au CHEM, alors podologue de formation. J'ai exercé pendant 18 ans en cabinet libéral. Et puis maintenant, justement, je m'occupe de proposer des formations au kiné. Et puis tout ce qui est un petit peu pluripro avec la thématique du sport, c'est pour moi. Voilà pour le petit côté présentation. Il fallait bien commencer par ça. Voilà le côté présentation. Maintenant, présentation du webinaire. Vous avez la possibilité de chatter avec nous et de poser des questions tout au long du webinaire. Je vous invite à poser des questions. Vous avez la possibilité de cliquer pour chatter. Moi, je m'occupe de toutes ces questions. Je récolte. Je ne vais peut-être pas tout de suite arrêter Alice. Il y aura plein de petits moments comme ça où je vais pouvoir lui poser des questions. Mais vous, surtout, si vous pensez à quelque chose, c'est quelque chose qui est important pour vous, pas avec votre question, le chat, il est fait pour ça. Également la possibilité de venir télécharger un document qu'Alice vous a mis à disposition toute la soirée pour le faire sans souci. Je pense que vous êtes prêts. Moi, je sens qu'ils sont prêts. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alice, mais je vois qu'il y a du bonjour, bonjour, c'est que c'est bon. Alice, c'est à toi. Ok, super, merci beaucoup. Et on est combien pour l'instant? Nous sommes une quarantaine. Ok, très bien. Je vais compléter ma présentation personnelle, si je peux me permettre, par mes liens d'intérêt. Notamment, j'ai publié le guide du cabinet de santé éco-responsable et donc je vais présenter quelques planches dans la proposition. Donc voilà, ça peut être ressenti comme un lien d'intérêt. Et également, je suis bénévole dans plusieurs associations en santé-environnement, donc notamment le Shift Project et l'Alliance Santé Planétaire. Également l'association Santé Environnement en France et aussi proposer des supports de ces formations. Donc, je voulais faire le point sur ça. Ça me semble important. Voilà. Alors, Karine, pour information, je n'ai pas de retour vidéo. Donc, si jamais tu veux me poser une question, n'hésite pas à prendre la parole. Ça marche. OK, parfait. Alors, ce que je vous propose ce soir, donc pour échanger un maximum, en essayant de ne pas être trop descendant, en visio, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir échanger un max. Donc, encore une fois, comme l'a dit Karine, posez vos questions et puis on pourra échanger par le chat. Donc, la première chose que je vous propose, c'est de revenir sur les enjeux actuels en santé et environnement. Donc, observer à quel point les enjeux environnementaux sont des enjeux de santé et puis ensuite percevoir l'opportunité d'une démarche éco-responsable avec une approche positive et observer les leviers, notamment commencer à remplir la boîte à outils. Donc, pour déjà dans une démarche éco-responsable,
renforcer, la développer, donner envie aussi aux autres, et puis ceux qui sont au tout début, voir par où commencer. Voilà. Donc voilà la boîte à outils auquel vous aurez accès. Donc je ne vous conseille pas d'aller tout regarder dans la nuit, sinon vous allez faire des insomnies. Mais en tout cas, d'aller piocher au fur et à mesure de votre démarche. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Voilà, on va voir toutes ces ressources-là au fur et à mesure de la soirée. Donc avant de parler d'écologie, j'avais envie de faire le point avec vous sur qu'est-ce qui fait notre santé. Donc, avant d'aller sur l'écologie, revenir sur la santé et de reprendre la définition qui est proposée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, pour l'OMS et la plupart des professionnels de santé aujourd'hui, considère la santé non pas comme une absence de maladie ou d'infirmité, mais bien comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc avec ces trois volets-là, physique, mental et social. Et l'ensemble des déterminants de santé, donc, qui sont repris ici sur ce schéma, et qui nous permet en fait de nous rendre compte à quel point les déterminants de santé individuels sont bien sûr importants à considérer pour les rendre les plus favorables possibles et rester en santé, mais ce ne sont pas les seuls. Donc on voit qu'il y a 3 niveaux de déterminants de santé, donc notamment ce premier niveau, donc qui va être lié aux caractéristiques personnelles, notamment avoir un patrimoine génétique favorable, l'absence de consommation de tabac, d'alcool, l'activité physique régulière. Donc tout ça concourt à la bonne santé, mais pas que. C'est aussi avoir des facteurs socio-économiques favorables, donc des infrastructures favorables à la santé, protectrices quelque part. Avoir une situation professionnelle stable, par exemple, une alimentation aussi équilibrée, donc comment on y a recours dans notre société aujourd'hui. Et puis un troisième niveau qui est écosystémique en fait et qui va être lié à l'équilibre des environnements naturels et notamment lié à l'équilibre du climat et de la biodiversité. Donc on voit ici ces 3 niveaux de déterminants de la santé qui sont vraiment indispensables à considérer quand on veut proposer un exposome le plus favorable à la santé. Donc c'est ce qu'on développe de plus en plus les recherches autour de l'exposome. Donc l'exposome, c'est l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels on va être soumis de la conception jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, comment, en tant que professionnel de santé, on va pouvoir appréhender ça pour favoriser la bonne santé de la population. Tout ça nous amène à une première définition qui est celle de la santé environnementale. Donc, je prends le temps de refaire le point sur cette définition-là parce qu'on en parle de plus en plus de la santé environnementale. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Mais bien souvent, on a la méprise de la considérer comme la santé de l'environnement. La santé environnementale, ce n'est pas la santé de l'environnement. C'est vraiment le fait de considérer l'impact environnemental comme un déterminant majeur de la santé humaine. Donc, c'est une vision qui est finalement anthropocentrée. Donc, elle va considérer l'ensemble des aspects de la santé humaine, donc y compris la qualité de vie, et qui va être donc déterminée par cet exposome dont on a parlé, les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et même esthétiques. Et donc, encore une fois, c'est intéressant à considérer en termes de prévention, de promotion de la santé quand on est professionnel de santé. Donc voilà la santé environnementale à promouvoir quand on veut s'inscrire dans une santé. Et justement, en tant que professionnel de santé, c'est intéressant aussi de considérer que parmi tous ces déterminants qui font la santé, la bonne santé, les facteurs génétiques et l'accès aux soins ne représentent que 20% par rapport aux déterminants de la santé. Donc, il est important, au-delà de notre pratique, qui est forcément de qualité, bien sûr, au quotidien, c'est aussi, bien sûr, important de regarder l'ensemble des déterminants pour accompagner, encore une fois, la santé de la population. Et j'en viens donc avec parmi les déterminants sur les facteurs climatiques, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre, un dérèglement climatique, et que ce dérèglement climatique a déjà des conséquences sur la santé. Donc très rapidement, un point sur la situation actuelle en termes de dérèglement climatique, avec les différents scénarios qui sont aujourd'hui avancés par les experts du climat. On voit ici sur ce schéma les projections du réchauffement global de l'atmosphère. Donc depuis le début de l'ère industrielle, donc fin 19e siècle,
on a commencé notre société d'hyper-extraction, d'hyper-consommation, notamment des ressources fossiles, donc utilisation du gaz, du pétrole et du charbon, qui émettent des gaz à effet de serre et donc qui concourent à retenir la chaleur dans l'atmosphère et donc l'empêcher de garder cet équilibre. Et donc, on voit ici les différents scénarios selon le mode de consommation, enfin, comment dire, la trajectoire socio-économique que l'on va mettre en place à partir de maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et notamment notre dépendance aux énergies fossiles. Donc, on a les différents scénarios, mais en fait, il y a une telle inertie par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, donc notamment le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, que l'on sait que quoi qu'on fasse, même si on arrêtait toutes les machines, un petit peu comme ce qui s'est passé pendant la crise Covid, on sait qu'on arrivera quand même à un réchauffement global de l'ordre de 1,5 degré d'ici 2035 et de 2 degrés d'ici 2050. Ça, malheureusement, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, comment on fait pour s'organiser et donc pour rester dans les objectifs de l'accord de Paris, donc une neutralité carbone d'ici 2050 pour être à ces 2 degrés et pas au-delà. Donc, il faut suivre cette trajectoire verte. En revanche, si on continue le business as usual, comme c'est souvent annoncé aujourd'hui, on se dirige plutôt vers les courbes en rosé, donc avec un réchauffement global en France de 4,4 degrés. Donc, c'est pour ça que le GIEC nous dit que les choix et les actions mis en œuvre au cours de cette décennie auront des répercussions aujourd'hui et pendant des milliers d'années, puisque c'est bien nos choix d'aujourd'hui qui vont augurer ce qui se passera après 2050. Et c'est particulièrement important en tant que professionnel de santé d'appréhender ça, même si c'est quand même des réalités qui sont assez dures à encaisser, parce que ce dérèglement climatique a des conséquences sur la santé publique, sur la santé de la population humaine, la santé du vivant en général. En termes de santé publique, le dérèglement climatique, si on reste dans ce scénario à plus 2 degrés, ça augure une situation dangereuse que l'on peut déjà observer de toute façon, notamment dans les périodes de canicule. Entre 3 et 5 degrés, c'est une situation qui est catastrophique pour la santé humaine et au-delà de 5 degrés, ce sont des menaces existentielles pour l'humanité. Donc ça, ce sont des termes repris par Santé publique France et ça nous fait bien prendre conscience qu'on ne peut pas occulter les risques liés au dérèglement climatique. Alice, je te coupe 30 secondes. J'ai déjà une question. Alors, c'est Anaïs qui se pose une question. As-tu des astuces et comment être pédagogue avec des patients qui sont sceptiques? Est-ce que tu peux nous donner tes petits tips? Comment on peut faire pour, tu vois, les toucher quelque part? Alors, il faut comprendre que quand on préfère parfois laisser la tête dans le sable, faire l'autruche, c'est entendable, en fait, mais on ne peut pas tirer les gens par les cheveux pour les sortir du sable, ça ne marche pas. Donc, moi, je prends la position d'être contagieux quelque part. Et donc, de changer mon comportement, à un moment donné, ça va faire basculer aussi les personnes qui sont autour de moi parce qu'elles vont voir que j'ai tout gagné finalement et que ça peut être attrayant, que c'est pas juste faire peur. Et on parle aujourd'hui beaucoup d'éco-anxiété. Donc, en fait, l'éco-anxiété, c'est normal par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, c'est pas une maladie. Néanmoins, le seul moyen d'y faire face, c'est d'être dans l'action. Donc, si les personnes sont trop anxieuses, je pense qu'en tant que professionnel de santé, on peut appréhender ça. Il ne faut pas les bousculer, mais leur donner peut-être des moyens d'action qui sont à leur portée. On va parler tout à l'heure des co-bénéfices. Ça, je pense que ça pourrait être un tips assez approprié. Mais je veux bien continuer la réflexion parce que finalement, j'ai eu la réflexion la semaine dernière en formation où un stagiaire me disait est-ce que tu penses que les actions qu'on va mettre en place, c'est aussi important que la communication qu'on va faire autour? Je pense que oui. Voilà, tout à fait. Il faut vraiment être exemplaire. Ouais. Je te remercie Alice et j'espère qu'on a bien répondu à la question d'Anaïs. N'hésitez pas, je vous invite à continuer vos petites questions et j'interviendrai au fur et à mesure. Je te laisse poursuivre Alice. Ouais. Ça marche. Mais c'est une super question en tout cas. Donc, on a vu le dérèglement climatique, les conséquences sur la santé, mais aujourd'hui, dans ce déséquilibre écosystémique, il n'y a pas que le climat. On peut se rendre compte de l'évolution des processus naturels grâce à ce concept des limites planétaires qui est développé depuis 2009 par des chercheurs au Stockholm Resilience Center.
et qui est reconnu notamment par la Commission européenne et les Nations Unies, et qui a défini 9 limites, 9 frontières planétaires, au-delà desquelles, en fait, on est dans une situation à risque de plus en plus élevée et qui, si on passe cette frontière, en fait, on est en train de compromettre nos conditions de vie et de bien-être que l'on connaît jusqu'à maintenant, depuis 10 000 ans, en fait, que le climat est stable et la biodiversité favorable à notre développement notamment. Donc on voit ici cette zone de sûreté en vert et une zone de risque croissant quand on passe au-delà de la barrière orange. Donc avec le changement climatique, on voit qu'on s'en rapproche puisqu'on se rapproche de ces 2 degrés qui sont le tipping point, comme disent les experts. Autre limite dépassée, on va dire, qui est liée à l'utilisation de l'eau douce, donc notamment l'eau verte, donc liée aux végétaux. Ensuite, on a le changement d'utilisation des sols, la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote. Alors, ce concept, il mériterait beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est intéressant de le voir rapidement déjà pour avoir une vision systémique. Mais bien sûr, je vous donne les ressources si vous voulez approfondir ça, ou peut-être que vous le connaissez déjà très bien d'ailleurs. Donc, la déforestation, l'utilisation d'engrais notamment, fait qu'on est en train de dépasser ces limites-là où elles sont déjà dépassées. Ensuite, c'est l'érosion de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte d'effondrement de la biodiversité. Pour citer un seul chiffre, c'est ce chiffre publié l'année dernière donc par l'indice des planètes vivantes, où on s'aperçoit qu'en 50 ans, 70% des populations des mammifères sauvages surveillés ont disparu. Donc 70% en 50 ans. Et on peut faire le parallèle avec l'être humain, puisque il y a une publication, mais ce n'est pas la première du genre. En tout cas, on s'est aperçu qu'en 50 ans, les populations de spermatozoïdes ont décru de 50%. Donc, on est dans une situation de subfertilité. Donc, il y a vraiment une menace pour la survie de l'humanité. Depuis 1973, une décroissance notable. Donc, ça se joue à l'échelle macro et ça se joue aussi à l'échelle micro, ou en tout cas humaine. Ensuite, 2 limites qui ne sont pas dépassées, c'est l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique qui est en train, elle, de se reconstruire depuis qu'on a interdit les gaz qui la détruisaient dans les années 2000, et l'acidification de l'océan, mais on sait malheureusement qu'on se rapproche aussi de la zone de risque puisque c'est directement lié aux émissions carbone. Une autre limite qui n'est pas chiffrée, c'est la pollution de l'air extérieur, mais on sait aujourd'hui que cette pollution tue plus que le tabac. En France, c'est 48 000 morts par an en moyenne. Et enfin, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Donc ça, c'est l'ensemble des productions exogènes. Donc tout ce qui va être lié à la production de plastique, de produits chimiques, de pesticides, d'antibiotiques même, que l'on voit ici sur ce graphique. Et donc on voit une croissance exponentielle de la production depuis les années 2000, mais même encore avant, bien sûr. Donc, introduction d'entités nouvelles dans la biosphère qui est dépassée. Une revue, donc la revue Nature a publié un état des lieux de cette super production humaine, donc en 2020, et on s'aperçoit que la masse mondiale créée par l'homme dépasse toute la biomasse vivante. Donc, on voit en fait l'ensemble des infrastructures construites est plus importante aujourd'hui que l'ensemble des végétaux sur Terre. Sur le plastique, on se rend compte que le plastique pèse 2 fois plus que tous les animaux sur Terre. Donc, ce sont quand même des données assez édifiantes. On est quand même très, très fort. Et le souci, c'est que on se rend compte de ça, mais qu'on est vraiment sur une trajectoire toujours de croissance, puisque selon la Commission européenne, d'ici 2030, la production de produits chimiques va augmenter de 50%. Et la production de plastique devrait tripler d'ici 2050. Donc, comment on fait pour maîtriser les impacts? Donc, c'est vrai que le mieux, c'est de maîtriser cette production. Néanmoins, on n'a pas toutes les données entre les mains, malheureusement. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est lié à l'antibiorésistance. Donc, ça me paraît intéressant de faire un point aussi ici pour nous, professionnels de santé. Donc, la résistance aux antibiotiques devient un enjeu de santé publique majeur. Aujourd'hui, elle cause déjà plus d'1 million de décès par an dans le monde.
En France, c'est plus de 5000 décès par an. Donc, c'est lié à la consommation d'antibiotiques en médecine humaine, mais aussi en médecine vétérinaire. Et donc, comme je disais, enjeu de santé publique majeur, puisque certains avancent que ce sera la cause principale de mortalité d'ici 2050, avec 10 millions de morts par an. Donc, la fiche qui parle bien d'elle-même, proposée par les étudiants en pharmacie notamment, qui est aussi une donnée à considérer de manière appropriée. Les enjeux sont là. Donc, par rapport aux risques chimiques, donc cette introduction d'entités nouvelles, en fait, on est un peu en train de jouer à l'apprenti sorcier, hein, parce qu'il y a toujours plus de produits chimiques qui sont mis en place sur le marché, mais je dis on n'a pas le temps, mais c'est pas nous qui les évaluons, mais en tout cas, oui, les experts n'ont pas le temps de les évaluer quant aux risques qu'elles peuvent présenter. Donc, sur 100 000 substances chimiques aujourd'hui sur le marché, il n'y a que 500 substances dont on connaît bien les risques associés. Donc, ça ne veut pas dire que les 100 000 sont toxiques, bien sûr. Néanmoins, on a vraiment évalué le risque que pour 500 d'entre elles. Donc, on est dans une zone d'incertitude et une zone d'incertitude aussi, donc, parce que ce sont beaucoup de risques émergents, donc notamment tout ce qui va être perturbation endocrinienne. C'est aussi une incertitude par rapport à l'effet cocktail, parce que on s'aperçoit, notamment avec les perturbateurs endocriniens, que certaines substances toxiques ne vont pas avoir un effet x2 quand elles sont additionnées, mais un effet x1000. Donc voilà, les effets ne se superposent pas, ils se multiplient de manière très significative. Et puis ces polluants, certains sont des polluants persistants qui sont non dégradables, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine. Et donc bien sûr, ça pose aussi le souci par rapport aux générations futures. Donc voilà, pour terminer le tableau entre ces enjeux environnementaux et ces enjeux sanitaires, on voit liés à ces multiples pollutions, aussi à nos modes de vie aujourd'hui qui sont de plus en plus sédentaires notamment, qu'il y a une épidémie mondiale de maladies chroniques. Donc ça, c'est un terme qui est avancé par l'OMS depuis 2006 déjà, et on voit aussi toujours malheureusement les courbes augmenter de manière croissante. Donc là, c'est une projection qui avait été faite par la CNAM sur l'augmentation. Aujourd'hui, en France, c'est 20 millions de malades chroniques. Hein. Ensuite, on a également une augmentation des maladies transmissibles émergentes, et notamment les zoonoses, donc les maladies qui vont être véhiculées par les animaux. Mais en disant ça, attention à ce qu'il n'y ait pas de confusion, c'est bien la pression qu'on va exercer sur les écosystèmes, sur les milieux de vie des animaux, enfin des êtres vivants, qui va entraîner en fait un rapprochement avec les pathogènes dont ils sont porteurs et donc favoriser la transmission à l'être humain. Donc, on a ici les causes de ces zoonoses, donc c'est la déforestation et notamment l'affectation des terres, c'est l'agriculture intensive et l'élevage d'animaux dans des milieux très fermés où ils ne voient même pas ni la terre ni le soleil quelque part. Le commerce mal réglementé et illégal de la vie sauvage. Ensuite, c'est le changement climatique qui a aussi bien sûr un impact sur leur milieu de vie. Et puis, la résistance aux agents antimicrobiens. Donc, on voit ici que tout est lié entre ces différents enjeux, entre ces différentes catastrophes. Donc là, je vous repose dans la ressource l'ouvrage de Marie-Monique Robin sur la fabrique des pandémies, qui est vraiment très intéressant. Donc, notamment, il a été publié au moment de la crise Covid. Il y a aussi un documentaire qui est hyper enrichissant. Donc, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à regarder ça. Et en fait, donc, quand on s'est rendu compte que la pression qu'on exerçait sur les écosystèmes, en fait, nous revenait un petit peu comme un boomerang sur notre santé. Donc, la santé des animaux, l'équilibre des écosystèmes, la santé humaine sont liés. Donc, il n'y a pas de santé humaine dans un environnement dégradé. C'est ce qui a mené au développement du concept One Health, dont on parle de plus en plus, une seule santé. Donc, c'est l'approche intégrée qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Donc, on voit vraiment, elle reconnaît l'interrelation entre ces trois entités et qu'il est nécessaire de protéger les écosystèmes.
Donc, ce qu'on lui reproche à cette définition ou à cette approche One Health, c'est qu'elle reste quand même assez anthropocentrée. Finalement, on voit ici sur le dessin que la santé de l'être humain est au même niveau que la santé des animaux, par exemple, ou de l'équilibre des écosystèmes. En fait, c'est quand même une vision très anthropocentrée. Donc, on l'a fait évoluer, ou en tout cas, il y a une autre proposition, une autre démarche qui, là, est plus sociale, qui est celle de la santé planétaire. Donc là, on voit que l'être humain est finalement remis à sa place, hein, si j'ose dire, mais bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette vision-là. C'est intéressant d'en échanger. Et donc, c'est la vision de la santé planétaire. Donc ça, c'est un mouvement social, donc pas un axe politique de prime abord. En tout cas, tout le monde peut s'en emparer. Ce n'est pas des décisions politiques, même si tout est politique. Donc, qui est vraiment axé vers la recherche de solutions et la reconnaissance de l'impact des activités humaines sur l'environnement et sur la dégradation des écosystèmes. Mais il y a vraiment une invitation, bien sûr, à passer à l'action, donc à toutes les échelles, et notamment au niveau notamment de la part des professionnels de santé. Donc là, on voit ici dans la définition de la santé planétaire, donc il y a une démarche qui a été proposée dans les années 2015, notamment à l'initiative du Lancet, hein, qui est une revue scientifique qui a fait ses preuves. Donc on voit ici sur ce schéma finalement tout ce qu'on a vu depuis que l'on a commencé notre présentation. D'abord, les activités humaines qui entraînent des changements environnementaux, donc le dépassement des limites planétaires, les conséquences que ça a sur l'environnement et puis les conséquences sur la santé humaine. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on voit bien ici les facteurs d'atténuation. Donc, comment on va pouvoir agir nous, donc soit en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant que citoyen, individu, organisation publique, je ne sais pas, tel secteur économique. Vraiment, on peut tous agir pour justement modifier et atténuer les impacts sur la santé humaine et aussi, bien sûr, atténuer des activités humaines délétères. Donc là, je vous propose plusieurs ressources aussi, notamment le livre de la santé planétaire qui a été traduit récemment. Et puis, le Collège de la médecine générale a une page dédiée à la santé planétaire sur son site internet. Donc ça, vous l'avez aussi dans la boîte à outils. Donc, ce qui fait en fait qu'on voit bien de plus en plus que les professionnels de santé s'emparent de cette démarche de santé planétaire. Donc, le fait de considérer les impacts environnementaux comme déterminants majeurs de santé et surtout de se considérer comme acteur du changement à opérer. Donc, elle ne concerne pas que les professionnels de santé, mais l'ensemble, encore une fois, des acteurs économiques et de la population. Et donc, puisque notre propos est l'éco-responsabilité, selon moi, donc l'éco-responsabilité, la démarche éco-responsable intégrée à nos pratiques de santé va nous permettre de répondre à la double problématique que l'on a aujourd'hui, va nous permettre de proposer une offre de soins pérenne, respectueuse des limites planétaires et aussi, même encore plus que soigner, finalement, être vraiment dans le prendre soin. Donc la double problématique, ça va être d'accueillir les nouveaux risques en santé, donc les nouvelles pathologies liées aux dégradations environnementales, donc notamment les impacts directs et indirects du changement climatique. Donc direct, c'est tout ce qui va être lié aux pics de chaleur, aux événements climatiques extrêmes. Indirect, ça va être tout ce qui est lié aux changements socio-économiques et notamment à l'émergence de conflits socio-économiques, d'accueil des réfugiés. Notamment, les nouveaux risques, c'est aussi l'épidémie de maladies chroniques qui progresse, l'épidémie de pandémie, puisque la Covid est une épidémie parmi d'autres. Malheureusement, on augure d'autres épidémies prochainement. Donc, comment accueillir? Donc, ça nous permet de nous intégrer dans cette démarche environnementale, de santé-environnement. Et puis, d'un autre côté, ces nouvelles pathologies vont bien sûr augmenter l'impact environnemental de nos pratiques de santé, alors qu'on devrait nous-mêmes réussir à baisser cet impact environnemental, notamment pour le risque climat par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Donc, comment on fait
pour réussir à baisser cet impact environnemental alors qu'il va y avoir une augmentation de la demande de soins. Voilà pourquoi donc, la démarche éco-responsable nous permet de répondre à cette double problématique et même peut-être à la triple problématique qui est aujourd'hui observée dans le monde de la santé, donc notamment la crise humaine, de perte de valeur, de perte de reconnaissance. Et donc, cette démarche éco-responsable, donc un ancrage et la considération de l'ensemble des déterminants de la santé pour la santé, nous permet donc d'être vraiment dans notre valeur de professionnel de santé et sûrement de participer, en tout cas j'ose le croire, à nos motivations intrinsèques. Et donc finalement, c'est ce que demandait Anaïs tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment de passer donc, de cette phase d'éco-anxiété, de sidération, qui est tout à fait normale par rapport à l'ampleur des enjeux aujourd'hui, et comment passer à l'action, puisque c'est finalement la seule et la plus belle solution. Donc, adopter une double stratégie d'adaptation et d'atténuation. Adaptation, parce qu'on voit qu'il y a déjà des changements environnementaux, notamment par rapport au risque climat, à la sécheresse, etc. Donc, comment on adapte notre offre de soins pour la pérenniser. Et puis, comment on atténue notre impact. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, si vous en êtes d'accord. Et donc, cette démarche, elle va concerner tous les professionnels, mais aussi tous les acteurs de santé. Donc, j'espère que vous vous retrouvez dans ce tableau. Sinon, toutes mes excuses si j'ai oublié des professionnels et acteurs de santé. Donc, voilà, on a tous un rôle à jouer. Ça, on peut bien en être persuadé. Est-ce qu'il y a des questions, Karine, sur cette première partie? Oui, tout à fait. Alors, c'est des questions, les 3 questions que j'ai, elles sont vraiment liées à ce que tu appelais l'impact sur la santé humaine. En fait, il y a une question d'Anna qui nous demandait sur quel type de maladie psychiatrique on attendait une augmentation. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu sais déjà, s'il y a des études où vous savez déjà un petit peu quel type de maladies peuvent être plus fortement représentées dans les années à venir, en tout cas en termes psychiatriques pour l'instant? Ouais, alors je ne suis pas du tout spécialisée de la question, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'éco-anxiété n'est pas une maladie. En revanche, l'anxiété qui va devenir pathologique, ça, c'est possible qu'elle soit aggravée par les problèmes actuels. Et puis après, il va y avoir tous les stress post-traumatiques, donc liés aux événements climatiques extrêmes. Voilà, moi, cette semaine, j'ai assisté à une conférence proposée par Santé publique France sur la santé mentale des jeunes. En fait, on voit qu'elle est vraiment très, très dégradée. Donc, est-ce que c'est lié à ces changements environnementaux? Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment l'affirmer, en tout cas pas que. Mais bon, voilà, on parle de tentatives de suicide, etc. Donc, c'est plus que de l'éco-anxiété, oui, là, ça devient pathologique. Après, avoir le tableau psychiatrique, je n'ai pas cette compétence. Et est-ce que tu sais, c'est pour Solène, c'était le même type de question, mais sur les maladies chroniques. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu, tu parlais qu'il y aurait certainement une augmentation des maladies chroniques. Du coup, c'était plutôt de savoir justement sur quel type de maladie. Donc, on me posait la question du diabète. Donc, Oui, tout à fait. Oui, tout ça, c'est exponentiel. En fait, c'est tout ce qui est les cancers, mais aussi les cancers hormonodépendants liés à la pollution, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les maladies neurocomportementales également. Donc, toutes ces maladies-là sont en développement croissant. Ouais. Et j'ai une question de Marc. Tu parlais également, tu sais, de nouvelles maladies émergentes. Il me demandait si c'était lié aux zoonoses, uniquement aux pandémies, ou s'il y avait d'autres types de maladies. Alors, à cause des zoonoses, ça peut devenir des pandémies, ce qui est le cas, même si on n'a pas encore de certitude sur le développement de la Covid. Hein. Après, ça pourrait être des maladies infectieuses résistantes aux antibiotiques, par exemple. Mais c'est très, très lié aux zoonoses, en tout cas. Et j'ai Myriam qui nous dit que dans la liste, elle ne le voit pas médecin. Oh, pas bien vu.
Effectivement. Bon, les médecins alors, voilà. Mais c'est énorme. Ouais, Myriam, toutes nos excuses, hein, on est bien d'accord. Sachant que sur les 4 questions que j'ai eues là, tu vois, il y a eu 3 médecins et une infirmière. ok, Je te laisse ok. poursuivre. Et, Myriam dit qu'il n'y a pas de problème, hein. Non, j'espère. Non, non, mais bon, Merci. l'erreur est Merci humaine. Myriam. L'erreur est humaine, on est bien Heureusement d'accord. que j'avais rajouté et moi parce que sinon on aurait été paumé. Merci Oui, en beaucoup. plus, c'est vrai. Je te laisse poursuivre et je vous invite encore, comme vous le faites déjà, voilà, je vois que vous vous appropriez le système, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je laisse poursuivre Alice, à tout à l'heure. Ok, alors donc là, bah, comme on vous l'a proposé, hein, c'est d'avoir des clés pour intégrer cette démarche éco-responsable. N'hésitez pas à témoigner dans le chat si vous avez déjà développé cette démarche éco-responsable, enfin intégré en tout cas des éco-gestes, des mesures, ou si vous êtes au tout début. C'est intéressant d'avoir vos retours. Donc les 7 clés que je vous propose, on aurait peut-être pu en mettre 6 ou 8, hein, mais j'aime bien le chiffre 7. Donc d'abord, adopter l'approche en co-bénéfice de la santé durable, donc toujours avoir cette approche positive, on en a besoin. Activer les leviers de la santé durable, ensuite arbitrer grâce aux études et aux données qui sont accessibles aujourd'hui. Toujours observer donc, de manière systémique, avoir vraiment une vision globale pour ensuite intégrer la démarche avec nos problématiques, notre contexte individuel, donc avoir des actions locales adaptées. Comment intégrer l'éco-responsabilité à la qualité et la sécurité des soins, ça c'est le prérequis. Développer la prévention, la promotion, l'éco-prescription, on va le voir à la fin de la présentation. Et puis bien sûr, communiquer, promouvoir la santé sur le territoire, donc, être acteur et ambassadeur. Donc voilà les 7 clés que je vous propose d'approfondir. À commencer donc par l'approche en co-bénéfice et les leviers de la santé durable. Alors l'approche en co-bénéfice, donc en fait on s'aperçoit que mettre en place une démarche éco-responsable, ça va présenter des bénéfices. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc notamment des bénéfices économiques et des bénéfices au niveau de la santé et des bénéfices sociaux. Donc sur ce schéma-là, je présente, selon moi, les co-bénéfices que ça va représenter pour notre structure de santé. Donc, la démarche de santé durable, qui va, donc, si vous êtes calé en développement durable, vous avez reconnu qu'il y avait les 3 piliers du développement durable. Et donc, pour moi, je trouve ça assez intéressant en tant que professionnel de santé d'intégrer finalement cette démarche au-delà du développement durable. Et en plus, c'est quand même un petit peu remis en question aujourd'hui, un développement infini dans un monde fini. Donc, plutôt avoir une approche de santé durable. Et l'éco-bénéfice, donc en fait, on va s'apercevoir qu'en mettant en place notre démarche éco-responsable, donc inscrire notamment des mesures pour avoir une sobriété énergétique, une sobriété chimique, optimiser la gestion des déchets, ça va nous permettre en fait de faire des économies au niveau de la structure. Donc ça va être notamment moins de gaspillage, ça va être des achats qui vont être mieux gérés, une gestion des stocks optimisée par exemple. Ça va être aussi, par exemple, si on utilise moins de produits chimiques, bah, moins de risques de développer des maladies professionnelles. Donc ça dépend de la maladie, non, de la profession, enfin en tout cas de la discipline que vous exercez. Il y a des disciplines de santé qui utilisent plus ou moins de produits chimiques, mais il y en a notamment qui sont très mises en avant par rapport au risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens notamment. Donc, sobriété chimique, c'est mieux pour le professionnel de santé. C'est mieux aussi, bien sûr, pour l'environnement. C'est mieux aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, pour la pérennité de la structure, parce qu'en fait, on va anticiper les nouveaux risques et donc on va pouvoir réfléchir à ce qu'il faut mettre en place pour être équipé lors de la prochaine épidémie, par exemple, équipé pour répondre à la demande de soins qui va augmenter. Et également, si on travaille en pluripro ou si on doit employer des professionnels de santé, bah, c'est aussi avoir une approche positive de la santé. Et donc aujourd'hui, notamment auprès, j'aime pas du tout faire ça parce que je suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas auprès des jeunes praticiens, ça peut être plus attractif. Mais je suis sûre qu'il y a des anciens praticiens qui sont aussi très intéressés par la dynamique. Donc voilà, point de vue économique, c'est intéressant. Et point de vue sanitaire et social, bien sûr, on l'a vu, donc santé de l'équipe soignante,
mais aussi donc d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental ou social, parce que, comme je le disais, on est ancré dans nos valeurs de santé, donc nos motivations intrinsèques, favorables à la santé publique, puisque un meilleur environnement, c'est une meilleure santé, et puis un environnement de travail favorable. Donc voilà la démarche gagnant-gagnant finalement, et l'éco-bénéfice, écologie, économie et santé. Donc on retrouve ici cette santé durable, et je voulais voir avec vous donc les différents leviers à activer pour développer cette démarche éco-responsable. Parce que dans un quotidien qui est déjà bien occupé, je n'en doute pas, comment on fait pour intégrer en plus des mesures éco-responsables? Alors moi, ce que je pense indispensable, c'est d'avoir accès à des données sourcées, avoir accès à des formations, ou au moins des informations probantes, qui sont vraiment adaptées aux professionnels de santé. Et puis, d'un point de vue plus global, c'est aussi la recherche interdisciplinaire qui se développe de plus en plus sur ces enjeux-là, parce que, en fait, si on reste en silo, on ne va pas y arriver. Ça, c'est bon pour tout. Donc, vraiment savoir pour pouvoir, et puis avoir accès à des données sourcées pour pouvoir arbitrer ce qui va être le plus efficace, encore une fois, dans un quotidien bien chargé, pour intégrer donc cette double stratégie. Donc, voilà pour notre approche positive, pour les leviers à activer. Et maintenant, je vous propose d'aller regarder justement quelles sont les études, quelles sont les données qui sont disponibles aujourd'hui pour cet arbitrage. Donc, on n'en a pas beaucoup. Ça, c'est, il y en a de plus en plus, mais pas, en tout cas pour chaque spécialité, encore aujourd'hui. Notamment, il y a un travail qui est assez intéressant qui a été proposé par le think tank, le Shift Project. Cette association, en fait, s'attache à évaluer l'impact carbone des différents secteurs économiques en France pour ensuite faire des propositions de décarbonation, de maîtrise en fait de la dépendance aux énergies fossiles, qui est aujourd'hui vraiment pathologique, hein, pas qu'en France, mais aussi en France. Donc des mesures de décarbonation donc sur ces différents secteurs économiques, et donc notamment sur les services de santé. Donc, le travail qui a été réalisé, c'est l'évaluation de l'empreinte carbone des services de santé. Donc, vous voyez ici réparti avec l'ensemble de l'offre de soins. Donc là, ils n'ont pas oublié les médecins, bravo. Donc, on parle de médecine de ville, mais ce n'est pas que les médecins, justement, c'est l'ensemble des soins primaires ou l'offre de premier recours. Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux notamment, et également l'administratif. Donc, peut-être que vous avez déjà eu accès à ces données-là. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les émissions carbone du secteur de santé en France sont significatives, puisqu'elles représentent près de 8% de l'empreinte nationale. Donc, on prend soin de la population, mais on participe significativement à l'empreinte, aux émissions carbone du pays. Et ensuite, ce qui est hyper intéressant également, c'est d'aller regarder comment ces émissions se répartissent. Donc, on se rend compte que la plupart des émissions ne proviennent pas de la structure elle-même. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, on l'a vu tout à l'heure, par exemple le CO2 ou le méthane, ne sont pas significativement émises par l'électricité qui est consommée sur le site ou le chauffage, par exemple, mais plutôt sur tout ce qui va être acheté à l'extérieur, et notamment les produits de santé. 50% de l'impact des services de santé en France sont représentés par l'achat des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc voilà une indication, enfin une information qui est particulièrement intéressante quand on veut gagner en efficacité. On voit bien par où il faut commencer. Et notamment sur ce schéma, enfin sur l'évaluation qui a été faite, on voit que l'impact des déchets représente 5%. Donc c'est bien sûr important, et bien sûr qu'il faut optimiser la gestion des déchets. Souvent, c'est la première étape, la porte d'entrée dans une démarche éco-responsable, parce qu'on voit, bah, c'est physique, c'est visible, hein, ces poubelles qui se remplissent, donc on a envie de commencer par ça. C'est important, il faut le faire aussi, mais pas que. Ça ne va pas suffire en fait pour arriver à décarboner complètement nos pratiques. Donc voilà, 50% liés aux produits de santé. Ensuite, donc comme je disais, le Shift Project, son but, c'est d'aller proposer des mesures de décarbonation, donc le plus adapté possible, et notamment là dans la mise à jour qui a été proposée en 2023, donc très récemment. Ils ont réussi à évaluer l'impact carbone selon les types de pratiques. Donc, on retrouve ici en haut sur le graphique les soins primaires, la médecine de ville,
donc qui représente 23% de l'impact carbone. Et donc là, sur ce graphique-là, ils ont complètement enlevé les produits de santé. Voilà, donc là, il n'y a plus les produits de santé, donc c'est normal qu'on ne les retrouve plus dans le graphique. Et sur nos soins de ville, donc représentés en bleu roi peut-être, c'est peut-être ça qu'on voit le mieux. Donc médecine de ville, ici, ce qui pèse le plus lourd, donc hors produits de santé, c'est les transports. Donc encore une fois, une indication intéressante pour savoir par où commencer. Encore une fois, il faudra vraiment adapter de toute façon vos mesures à votre contexte. Si vous êtes en milieu rural ou en milieu urbain, la proposition de la réduction d'impact de gaz à effet de serre n'est pas la même en milieu rural. On a très souvent besoin de son véhicule et donc l'impact est très souvent plus important. Mais comment on fait pour s'organiser, c'est ce qu'on va voir ensuite, bien sûr. Donc voilà, ces données-là intéressantes pour pouvoir s'organiser. Et donc, comme je disais, l'objectif du Shift, c'est de proposer des mesures de décarbonation, parce que là, on voit sur le graphique que si on ne fait rien, l'impact va augmenter, donc de 3% d'ici 2050, alors que pour rester dans les objectifs de l'accord de Paris, il faut qu'on arrive à baisser de moins 80%. Donc là, on est loin du compte. Donc, il y a plusieurs mesures de décarbonation qui sont proposées dans le rapport décarboner la santé, donc notamment tout ce qui va être lié au plan de mobilité, à l'évolution d'une alimentation plus locale, plus végétale en établissement de santé, par exemple. Voilà, je vous invite à aller regarder le rapport en détail si vous le souhaitez. Ensuite, ça va être la relocalisation de la fabrication des produits de santé, qui est dans l'ordre du jour apparemment, et également de baisser le volume d'achat des produits de santé, avec notamment la réduction du gaspillage. Notamment, je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, mais ce serait de l'ordre de 25% en fait le volume de médicaments qui est gaspillé tous les ans, et au moins 12 000 tonnes de médicaments qui sont fabriqués et jetés via le programme Cyclamed. Donc c'est quand même significatif et donc on a une marge de manœuvre ici assez évidente. Le souci, c'est que si on met ces mesures de décarbonation en place, en fait, on n'arrive pas encore au moins 80%. Donc là, si on a vraiment les mesures drastiques, ça c'est vraiment l'optimisation totale de ces mesures de décarbonation, on n'est qu'à moins 65%. Donc comment on fait pour arriver au moins 80%? Eh bien, on baisse la demande de soins. Ça, c'est pas évident à appréhender en tant que professionnel de santé. On baisse la demande de soins. Donc, en fait, on développe, on bascule vraiment dans un système de prévention, de promotion de la santé, alors qu'aujourd'hui, on est dans un système curatif en France. Donc, c'est vraiment basculer. Donc, continuer, bien sûr, à assurer une offre de soins de qualité, comme c'est déjà le cas, mais baisser la demande de soins en plus. Parce que si on ne fait pas ça, de toute façon, l'offre de soins de qualité va baisser. Parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une tension par rapport aux ressources humaines également. Donc, il faut qu'on arrive à baisser la demande de soins pour pérenniser celle-ci. Pour pérenniser l'offre de soins, pardon. Je ne veux pas dire bêtise parce que tous ces mots-là sont très, très importants. Donc voilà, sur ce schéma, je reprends les 3 piliers de la démarche éco-responsable, donc avec bien sûr la décarbonation, mais pas que, c'est aussi les autres risques, notamment les risques chimiques. Donc comment on fait pour développer la maîtrise environnementale de nos services de santé, de nos pratiques, la prévention et la promotion de la santé, et puis la santé interdisciplinaire, la santé communautaire, faire avec les patients, avec la population, donc aller vers pour pouvoir développer cette santé. Toujours les 2 leviers avec l'approche en co-bénéfice et puis avoir accès à des données, des ordres de grandeur pour pouvoir arbitrer. Donc, voilà la proposition qui est d'avoir cette approche systémique et vraiment complémentaire de la santé. Et on va aller un petit peu plus loin sur l'éco-conception des soins. Donc, sur la prévention et la promotion de la santé, ça peut bien sûr se jouer autour de tout ce qui va être opportunité de prévention, donc notamment autour de la promotion de la santé dans la période des 1000 jours, puisqu'on sait, donc on en parle de plus en plus, on sait ce que c'est, donc notamment cette période qui va
de la préconception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, c'est une période qui est dite de vulnérabilité extrême, puisque toute pollution ou tout risque d'exposition pendant cette période-là entraîne un risque plus important de développer une maladie dans la vie future. Donc, on voit sur ce schéma donc, qui est porté sur les perturbateurs endocriniens, mais le risque n'est pas seulement les perturbateurs endocriniens. Hein. On voit en fait qu'une exposition pendant cette période des mi-jours augmente le risque de développer les maladies chroniques dont on a parlé tout à l'heure, notamment l'obésité ou le diabète, mais aussi les cancers hormonodépendants et aussi les problèmes de fertilité, de malformation génitale. Donc, pourquoi je vous mets cette diapo-là? En fait, c'est pas du tout du hors-sujet. C'est peut-être parmi vous, il y a des professionnels de santé qui se disent, bah, finalement, moi, avec mon activité, j'ai pas beaucoup de déchets. Donc, je pense par exemple aux orthophonistes ou aux ergothérapeutes. En fait, on peut aussi intégrer, enfin toutes les professions peuvent faire ça, mais intégrer dans notre démarche éco-responsable vraiment toutes les actions de prévention, les messages qu'on transmet aux patients ou à la population font partie intégrante de cette démarche éco-responsable avec cette approche systémique. Voilà. Donc tout, on peut être acteur sur tous les plans, même si on n'a pas un impact environnemental significatif. Donc voilà pour cette 3e clé, et je vous propose d'aller regarder la 4e. Je regarde si je suis toujours dans mon timing. Tout va bien. Donc d'abord, observer vision globale pour intégrer des actions locales. Donc on a vu notre démarche éco-responsable qui se construit pas à pas. Comment, donc première étape, c'est évaluer mon impact pour définir ma feuille de route qui correspond vraiment à mon contexte et ensuite progresser. Comment on fait ça? Je vous propose plusieurs critères ou plusieurs tips. Alors aujourd'hui, donc comme on l'a vu avec les travaux du Shift Project, ce qui serait canon, ce serait bien d'avoir un outil qui nous permet en fait de nous peser, d'avoir en quelques minutes l'impact environnemental de notre activité selon les transports que l'on fait, les achats que l'on fait, etc. Donc avoir l'impact environnemental, avoir l'impact carbone. Le souci, c'est que ça n'existe pas encore. Je pense que ça va pas tarder à arriver, mais on n'a pas encore accès à ces données-là. Donc, je voulais quand même pas vous laisser sans rien. Et je pense que c'est hyper intéressant, de toute façon, d'aller regarder combien on pèse à l'échelle individuelle. Donc, pas à l'échelle de la structure, comme je dis, ça n'existe pas encore, cet outil-là. Mais à l'échelle individuelle, enfin, quoi que si, vous pouvez faire appel à des cabinets de conseil, mais ça va coûter plusieurs milliers d'euros. Donc, on va rester dans le mode low-tech, ou en tout cas, et d'économie. Et déjà regarder à notre échelle individuelle combien on pèse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Donc c'est l'empreinte écologique, c'est sur 1 an, les biocapacités de la Terre à produire des ressources et les capacités de cette même Terre à encaisser les pollutions ou les émissions de déchets. Et aujourd'hui, on sait malheureusement qu'on est complètement en train de dépasser cette empreinte écologique annuelle. Donc là, je vous propose d'aller regarder combien vous pesez, vous, par rapport à cette empreinte écologique. Peut-être que vous l'avez déjà fait, cette évaluation. Donc, il y a un outil qui est en ligne, accessible gratuitement, qui est le Footprint Calculator. Et on voit, grâce à cet outil-là, où on en est à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Et en fait, la question qui est posée ici, c'est combien il faudrait de terre si toute l'humanité vivait comme les Français? Avez-vous la réponse? Alors, je ne suis pas interactive dans le chat parce que je ne vous vois pas en direct, malheureusement. Donc, je vous donne la réponse. À moins Karine qui ait déjà des propositions. Non, de mon côté, au niveau du chat, on n'a pas d'idée. Ok. Alors, voilà. La réponse, elle est celle-là. En moyenne, si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 3 terres. C'est bien que ça n'existe pas. Donc, il faut absolument qu'on arrive à revenir dans 1 terre et peut-être même moins, en fait, parce que là, on est vraiment en train d'utiliser les ressources des générations futures. Tout ça ne reviendra pas. En France, aujourd'hui, le jour du dépassement, où on a commencé à utiliser les ressources des générations futures, était le 5 mai. Et à l'échelle mondiale, donc, il faudrait 1,7 planètes. Et le jour du dépassement l'année dernière, c'était le 28 juillet.
Donc voilà, ça c'est l'empreinte écologique. Et vous voyez ici sur donc là, je vous invite à faire votre évaluation. Ça, c'est dans la boîte à outils, hein. Vous retrouverez donc le footprint calculator. Donc ça prend une dizaine de minutes. Alors, petit conseil, si vous vivez en famille ou si vous vivez en coloc, en tout cas si vous ne vivez pas seul, faites-le avec les personnes avec lesquelles vous vivez parce qu'il y a très probablement une prise de conscience de tel ou tel impact et vous allez vous dire ok, j'arrête ça ou il faut absolument que je m'organise pour arrêter ça. Des fois c'est pas facile, mais si la personne à côté de vous n'a pas eu le même déclic, ça va être source de conflit, donc encore un frein, comme nous demandait tout à l'heure Anaïs. Donc prendre conscience en même temps, ça aide. Donc sur cette empreinte écologique, vous voyez ici sur la droite de la diapo, il y a la pollution de l'air, les gaz à effet de serre, l'extraction des matières premières, l'impact sur le sol et la biodiversité, l'impact des déchets et puis la pollution et la consommation d'eau. Et dans cette empreinte écologique, il y a plus de 50% qui est représenté par l'impact carbone en moyenne. Donc, je ne reviens pas en détail sur l'empreinte carbone, mais dans la boîte à outils, vous avez aussi le lien pour évaluer votre empreinte carbone si vous le souhaitez. Franchement, pour moi, c'est vraiment une bonne porte d'entrée ou en tout cas un moyen de renforcer notre démarche. Et donc là, on va revenir à notre cabinet de santé et se rendre compte qu'en fait, tout ce qui rentre et tout ce qui sort du cabinet va avoir un impact sur l'environnement. Donc, sans se culpabiliser, ce n'est pas le propos. Nous, ce qu'on veut, c'est évaluer et passer à l'action. Donc voilà, tout ce qui rentre et tout ce qui sort a un impact. Comment je m'organise pour maîtriser ces impacts? Donc moi, je les répartis en 3 sources principales pour m'y retrouver quelque part. Vous pourrez faire autrement si vous souhaitez, hein. Donc, premier poste qui va être lié à la consommation d'énergie et d'eau. Donc, consommation courante de tout bâtiment, hein, même une structure privée. Chauffage, éclairage, la production d'eau chaude. C'est aussi dans ce poste-là que je vais mettre le transport des personnes, donc professionnels de santé, prestataires ou patients, par exemple, ou accompagnants. Et puis, les consommations liées au numérique. Dans le deuxième poste, on va mettre les achats de biens, spécifiques ou non spécifiques à l'activité du cabinet. Et dans le troisième, c'est les déchets, donc tout ce qui sort du cabinet, sous forme de poubelle, sous forme de pollution de l'eau ou sous forme de pollution de l'air, pour la faire courte. Voilà, donc tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et après, on va pouvoir intégrer notre démarche, nos éco-gestes, à telle ou telle source d'impact, selon notre sensibilité, selon ce qui nous tient le plus à cœur. Parce qu'on voit donc qu'il y a bien sûr des gestes qui comptent plus que d'autres, mais quand même retenir que chaque geste compte. Donc une fois qu'on s'est rendu compte et qu'on a évalué à peu près ce qui va être le plus impactant, on va se fixer des objectifs précis pour pouvoir intégrer cette démarche de manière la plus facilitée possible. Toujours, bien sûr, en respectant la qualité et la sécurité des soins, ça c'est vraiment le prérequis. Et intégrer donc notre démarche dans une démarche de sobriété et moins dans une démarche de solutionnisme qui est malheureusement parfois mise en avant aujourd'hui. Il vaut mieux parier sur la sobriété que sur le solutionnisme et la technologie, puisqu'on voit qu'on est déjà dans une tension par rapport à toutes les ressources qui font cette hyper-technologie et notamment l'hypertechnologisation des soins. Donc, s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, positive, ça, c'est vraiment la proposition. Donc, on voit sur le petit schéma à gauche là que si on ne se fixe pas d'objectif précis, moi, je pense qu'on a des difficultés en fait à savoir où on en est et plutôt un risque de s'épuiser, alors qu'on n'en a pas besoin du tout, hein, dans le secteur de la santé. Donc, moi, ce que je propose en formation, c'est de co-construire durant la formation la feuille de route du professionnel ou de la structure pour pouvoir fixer des objectifs selon les thématiques que l'on va voir ensemble ensuite. Donc, repérer aussi quels vont être les outils nécessaires pour atteindre l'objectif. Quel est l'indicateur qui va me dire que ça y est, j'ai atteint mon objectif? Donc ça, c'est ce que j'ai proposé aussi dans le guide du cabinet de santé éco-responsable. Il y a une grille avec une centaine d'actions qui sont proposées. Sur le tableau, en fait, il y a la petite grille qu'on peut cocher. Donc, je me fixe cet objectif-là. Ensuite, de manière très honnête, bien sûr, une fois que c'est atteint, je vais cocher
la case objectif atteint et surtout, j'oublie pas de me féliciter et de le célébrer, surtout si je travaille en équipe, encore une fois. Donc voilà, progresser dans la démarche de manière positive. Est-ce qu'il y a des questions, Karine? Tout à fait, Alice. On a quelques questions parce que tu as commencé en fait cette partie-là en demandant si justement les professionnels qui le suivaient pendant le webinaire s'étaient inscrits dans ce type de démarche. Donc, plusieurs sont au tout début, ils commencent à faire des éco-gestes à la maison, mais pas encore dans les cabinets. On a Isabelle qui, elle, est dans une démarche éco-responsable et elle est avec un groupe pilote de pharmaciens en Belgique et ils sont en train d'entamer tout ça. Et il y avait aussi d'autres questions à propos de tout ce qui est matériel, jetable, etc. Si justement il y avait des pistes, est-ce qu'il fallait acheter des biocides? Voilà, on était sur quelque chose d'un petit peu précis. Et puis, il y a Anaëlle qui demandait, tu as parlé de formation, où peut-on s'inscrire pour voir une formation avec Alice? Alors écoute, Anaëlle, je pense que reste avec nous. On a des choses à proposer à la fin. Alice, est-ce que tu peux répondre sur la question peut-être sur ce qui est matériel on sent que tout de suite, tu vois, c'est un petit peu tangible, jetable, ça pose question, tu vois, à nous, praticiens. C'est clair. Ouais, ça pose question, ça c'est sûr. Je vais en parler après. Donc, si je ne suis pas assez précise ou si vous voulez des compléments, n'hésitez pas à reposer la question. Mais en tout cas, j'ai marqué usage unique et biocide et je vais vous donner des éléments de réponse. Avec plaisir. Et il y avait également deux informations. C'était, tu parlais tout à l'heure de soins de prévention. Et donc, je crois que c'est Isabelle qui notait que justement, il y avait besoin quand même de meilleurs remboursements sur les soins de prévention parce que sinon, voilà, tant qu'il n'y aura pas un meilleur remboursement quelque part, les gens ne sont pas dans la prévention et ils sont dans une consommation. Tu vois, je ne sais pas ce que tu peux me dire de plus, mais… Ouais. Alors déjà, il y a quand même cette donnée effectivement de consommation parce qu'on dit, on ne va pas rentrer dans le politique, hein, mais de dire que les soins sont gratuits, ça c'est quand même pas logique. Hein, c'est pas gratuit et en tout cas, même si c'est pris en charge, c'est sûrement pas gratuit pour l'environnement, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, aujourd'hui en France, le budget de la prévention dans l'ensemble de l'offre de la prise en soins ou de l'offre de soins, c'est 2 à 3%. Donc, on a beaucoup à progresser. Et effectivement, dans la plupart des professions aujourd'hui, c'est pas valorisé dans les conventions. Et donc, c'est plutôt de l'ordre du bénévolat, alors que c'est quand même dommage. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, on parle de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, même quaternaire aujourd'hui, mais on parle aussi de la promotion de la santé. Donc, ça, c'est aussi comment on va favoriser le développement, ou en tout cas le respect, la protection d'environnements favorables à la santé. C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie, mais c'est important d'avoir prévention et promotion de la santé. Et effectivement, ça n'est pas assez valorisé dans notre pratique, enfin dans notre système économique. Et j'ai une dernière question pour toi, Alice. C'est Anna qui nous disait on parlait tout à l'heure de diminuer la demande de soins, mais finalement, par quels moyens? Et est-ce que ce ne serait pas aussi quelque part synonyme d'une baisse de qualité, tu vois, de la prise en charge? Ah oui, non, vraiment pas. Baisser la demande de soins pour assurer l'offre de soins parce qu'elle va augmenter de toute façon. Donc, il faut qu'on arrive à basculer vers vraiment plus de prévention et vraiment toujours, bien sûr, assurer la qualité et la sécurité des soins. Ça, c'est un prérequis. C'est pour ça que je le répète. Hein. Vraiment. Je te remercie, Alice. Je te laisse poursuivre. Avec plaisir, ça marche. Alors, je vous propose donc quelques indications sur les différentes sources d'impact. Comment on va maîtriser, donc avec le premier poste, notamment sur la consommation d'énergie. Donc, comme je disais, pas de solutionnisme, mais plutôt une démarche de sobriété, donc qui est positive, hein, puisque la sobriété, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai que ça, pour moi, ça rime vraiment avec la santé, ça rime avec équité, avec la solidarité, tout simplement. Donc, comment on va consommer moins? Ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir une efficacité énergétique. Donc, pour un même service rendu, avoir une moindre consommation. Et ensuite, bien sûr, soutenir aussi des énergies renouvelables. Donc là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je vous propose dans la boîte à outils le support de l'ADEME qui est très bien fichu finalement pour tout ce qui va être sobriété énergétique et consommation d'eau. Donc, vous pourrez le télécharger et puis aller piocher les bonnes idées. Donc, elles ne sont pas forcément adaptées aux pratiques de soins, mais ça peut déjà donner pas mal d'indications.
Ensuite, sur la question des transports, donc là, bien sûr, c'est important de voir ce qui va être possible de faire quand on est en milieu rural ou en milieu urbain. Donc, c'est notamment de communiquer sur toutes les façons de venir autrement qu'en voiture monoconducteur et carbonée. Donc, les transports en commun notamment. Est-ce qu'il y a une voie de bus juste à côté du cabinet? Donc, comment le communiquer aux patients, mais aussi à l'équipe soignante. Et puis, toujours communiquer sur les co-bénéfices santé-environnement. Donc, pour les personnes qui peuvent faire du vélo ou se déplacer à pied, vraiment communiquer sur l'approche positive de prendre soin de l'environnement, prendre soin de sa santé, prendre soin de la santé publique finalement. Encore comment dire, un geste en plus pour Anaïs, pour ne pas convaincre, mais en tout cas donner envie. Donc voilà pour les transports. Ça peut être aussi de mettre un garage à vélo sécurisé juste à côté du cabinet. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, regrouper des actes, etc. Ensuite, ça peut être aussi toujours de communiquer de manière positive. Donc là, je vous donne dans la boîte à outils ce truc qui est assez sympa, mon calculateur de mon impact transport, pour justement comparer si on vient à pied, en vélo ou en voiture individuelle, combien on va gagner en fait d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on va se rendre compte que très vite, si on fait 20 km en moins par semaine, en fait, très vite, on va baisser en moyenne de, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais par exemple 200 kg de CO2 par an. Donc, quand on sait qu'on doit être en 2050 à 2 tonnes de CO2 par an, ça peut être bien sûr intéressant. Donc ça, c'est dans votre boîte à outils. Et pour le numérique, donc aujourd'hui, le numérique, ça ne doit pas être automatique. Malheureusement, ça l'est de plus en plus, même dans les systèmes de santé, parce qu'on fait appel de plus en plus au numérique et au logiciel notamment. Donc, il y a eu un rapport qui a été publié en 2021 sur la nécessité d'arbitrer ce qui va vraiment être utile et futile en termes de développement du numérique en santé. C'est en train d'être mis en place, donc notamment avec la feuille de route de la transition écologique du système de santé. À l'échelle de notre cabinet, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est vraiment d'être vigilant sur le stockage et l'échange de données, mais il faut bien raison garder, et on ne va pas revenir au papier et au crayon, enfin, sauf pour ceux qui le souhaitent. Mais la proposition n'est pas celle-là, mais en tout cas vraiment d'être vigilant sur l'échange et le stockage de données inutiles, et puis aussi bien sûr bichonner nos équipements quand on les a entre les mains, les garder le plus longtemps possible. Sur la sobriété numérique, on peut aussi, encore une fois, avancer en termes de santé publique, parce qu'aujourd'hui, on a des écrans de plus en plus souvent, même dans les établissements de santé, alors qu'en fait, pour moi, ça pourrait être l'occasion de communiquer sur l'importance de la sobriété numérique, mais surtout sur la sobriété d'exposition aux écrans, donc notamment les enfants, parce que là, il y a un vrai enjeu de santé publique également. Pour citer un seul chiffre, donc ça, c'est une étude qui a été publiée par la CEF, à 2 ans, en France, 33% des enfants ne font aucune activité extérieure, et donc c'est particulièrement lié à l'exposition aux écrans. Donc voilà, donc, revenir à des modèles low-tech aussi et se permettre de dire que tout ça, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc ça, c'était pour notre premier post. Donc, je l'ai fait courte, je suis désolée, j'aimerais bien rentrer plus dans le détail, mais voilà déjà quelques indications et quelques mesures qu'on peut mettre en place. Pour ce qui concerne la démarche d'achat responsable, là, c'est pareil. La proposition, ce n'est pas de se tourner vers des alternatives vertes, mais d'abord de consommer moins. Donc, moins et mieux. Encore une fois, de voir ce qui est de l'ordre du besoin et de l'envie. Et là, notre réflexion sur les achats responsables va concerner l'ensemble des achats que l'on va faire pour la structure, donc spécifiques ou non spécifiques. Donc, que ça va être lié à l'aménagement classique, donc par exemple le mobilier de la réception ou de la salle d'attente, mais aussi aux produits de santé, donc les dispositifs médicaux, les médicaments, les cosmétiques, les consommables, les équipements de protection individuelle notamment. Et là, comme je le disais, donc le moins, le mieux, et de se rendre compte qu'en fait, du poids caché des objets, ça c'est très important, parce qu'en fait, les objets qu'on a entre les mains pèsent en moyenne 30 fois plus d'un point de vue écologique.
Je ne sais pas si c'est clair, je m'explique. Donc, par exemple, un ordinateur de 2 kg, ça va être 600 kg de matière extraite première, de matière première extraite, pardon. Donc, c'est vraiment très, très important, une fois qu'on a notre ordinateur, puisqu'on en a besoin pour travailler, de le garder le plus longtemps possible parce qu'il a un impact majeur. Donc, ce n'est pas la phase d'utilisation qui pèse le plus lourd, c'est vraiment la phase de fabrication. Ça, c'est l'analyse de cycle de vie que l'on retrouve ici. Et donc, se rendre compte que chaque étape de la vie de nos objets a un impact. Et c'est à nous, en partie, d'essayer de réduire cet impact aux différentes étapes, donc notamment dans la phase d'achat, dans la phase d'usage, comment je vais m'en servir le mieux possible, notamment au niveau des consommations d'énergie, et puis dans la phase d'élimination, qu'il soit recyclé ou qu'il soit incinéré ou mis en décharge. Donc voilà la diapo sur la réflexion sur l'usage unique. Il y a beaucoup de publications de plus en plus sur cette réflexion parce qu'on s'est bien rendu compte que l'usage unique, ça ne doit plus être automatique non plus. Donc la première chose à faire dans cette réflexion, c'est vraiment d'abord de voir ce qui est utile ou futile. Donc, je pense par exemple à un protège-tête ou un drap d'examen, ce n'est pas toujours indispensable. Donc là, c'est vraiment à vous d'explorer ça. Et surtout, bien sûr, de gérer le risque infectieux, la qualité du soin. Donc, il faut savoir repérer et éviter la surqualité, mais aussi savoir repérer et ajuster le niveau de désinfection quand on a besoin de désinfecter. Donc, il faut connaître les normes de bactéricidés qui sont requises. Donc là, il y a 2-3 tips à avoir. Mais tout n'a pas besoin d'être désinfecté. Parfois, c'est juste besoin d'être nettoyé. Donc ça, c'est aussi important d'avoir cette réflexion-là. Ensuite, attention aux fausses bonnes idées. Donc, ça veut dire, par exemple, que quand il y a un 2 barré sur nos dispositifs médicaux, ça veut dire qu'on ne l'utilise pas 2 fois. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, attention aussi au greenwashing, aux allégations trompeuses. Je vais vous faire un petit focus après sur les écolabels. Repérer et valoriser les vraies bonnes idées, ça, il y en a aussi, bien sûr. Donc, avoir en tête le sac à dos écologique. Donc, avoir aussi accès à des données sourcées pour, justement, pouvoir arbitrer entre, par exemple, une serviette à usage unique ou une serviette en coton, parce qu'à la fabrication et à l'usage, la serviette en coton va avoir un impact plus important. Combien de temps il va falloir que je la garde pour que ça devienne intéressant d'un point de vue écologique? Ensuite, toutes les opportunités d'économie circulaire. Donc, notamment, aujourd'hui, se développe l'économie circulaire autour des aides techniques avec le circuit Envie Autonomie. Ça, je vous invite à aller regarder sur leur site internet. Et puis les facilitateurs, ça veut dire encore une fois avoir cette approche en co-bénéfice. Et puis par exemple, donc si je veux un drap d'examen réutilisable ou une blouse ou une serviette réutilisable, il faut derrière que j'ai une procédure bien cadrée d'entretien. Voilà, ça ne se fait pas non plus à la légère. Alors, je voulais vous faire le tips autour des labels, des écolabels, pour voilà, déjà vous donner une action concrète. Et que ce n'est pas si simple de s'y retrouver dans les labels écolos. Donc, il y a seulement 4 écolabels sur le marché, si j'ose dire. Donc, on retrouve dans cette diapo. Est-ce que vous saurez retrouver les 4 écolabels? Donc, un écolabel, c'est un label de type 1. C'est un label qui va être certifié par un organisme externe. Et donc, il est à l'initiative d'un pouvoir public, donc, que ce soit au niveau national ou européen, par exemple, et qui va assurer la maîtrise d'impact sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, je vais vous mettre les numéros et puis je vous laisse 30 secondes pour les repérer. Après, bien sûr, je vous donne la réponse. Donc, selon vous, où se cachent les 4 écolabels avec cette dénomination écolabel? Alors, je vais pouvoir te donner au fur et à mesure des réponses. Allez-y, je vous en prie. Hein. N'hésitez pas à donner vos réponses. Alors, j'ai du 15 et du 10. Le 15 revient plusieurs fois et le 16 aussi. Et j'ai du 3, j'ai du 14, 15, 16, 2, du 6, du 15. Donc, beaucoup de 15, beaucoup de 16. 10 et 2 reviennent, ça y est. 10 et 2, j'ai plusieurs fois. Je vous propose le 3 également. Ok, allez, j'y vais alors. Donc, la bonne réponse, enfin, les bonnes réponses, c'est le 15, effectivement.
avec l'écolabel européen. Le 16, c'est le label français, NF Environnement. Donc, il y a le 2 également, ça, c'est le Nordic Swan, donc l'écolabel du Nord. Et le 19, c'est l'Ange Bleu, donc l'écolabel allemand. Le 10, par exemple, ça, c'est des forêts gérées durablement, mais ce n'est pas un écolabel avec la dénomination écolabel. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Dedans, il y en a qui ne veulent rien dire du tout. Je vous donne ici quelques indications complémentaires. Donc, d'abord, c'est 4 écolabels, donc label de type 1 avec une certification externe. Et à côté de ça, il y a des labels de type 2, donc des autodéclarations environnementales. Mais certaines sont des appellations de confiance. On retrouve ici, par exemple, donc pour les cosmétiques, pour les textiles et pour les détergents. Donc pour les cosmétiques, souvent, ce qui est cité en premier, c'est Nature et Progrès. Pour les labels textiles, c'est intéressant parce que ça veut dire absence de traitement chimique. Donc ça, c'est pas mal quand même pour des produits qu'on va porter toute la journée. Donc ça, c'est des labels de type 2. À côté de ça, il y a aussi donc, des allégations environnementales qui n'ont pas de cahier des charges. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc là, il faut faire attention. Et alors, vous voyez une indication, c'est qu'on voit qu'elles sont toutes vertes. Donc des fois, il faut bien se méfier du vert. Voilà. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur le site de l'ADEME, donc, qui a créé une page interactive sur le site labels environnementaux. Je vous le donne dans la boîte à outils. Donc, selon les secteurs économiques, les labels de confiance ne sont pas les mêmes. Ça, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc. Et donc là, je vous propose, par exemple, donc, si vous voulez choisir un cosmétique, un dentifrice ou un shampoing, ils vont vous donner les labels de confiance pour ce secteur économique-là. Voilà, désolée, je suis allée un petit peu vite, mais là, vous avez l'outil, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc là, on va arriver sur notre troisième partie. Et je voudrais quand même garder 5 minutes de questions-réponses. Donc, je me dépêche. Donc, sur les flux sortants maintenant. Donc, on voit en fait qu'en mettant en place notre démarche d'achat responsable, on va bien sûr optimiser la gestion des déchets parce qu'on aura moins de déchets, parce qu'on aura bien géré. Et puis, on va aussi réfléchir, comme on l'a demandé tout à l'heure, sur la composition des produits chimiques et des produits de santé qu'on va utiliser au cabinet. Donc, la gestion des déchets, c'est d'abord jeter moins de déchets et ensuite optimiser le recyclage. Donc là, je vous propose une démarche en 5 R. Donc d'abord, refuser tout ce qu'on peut refuser, donc par exemple les objets publicitaires. Réduire les achats, réduire les volumes, réduire le nombre de produits utilisés. Réutiliser, ça va être notamment tout ce qui va être de reconditionné. Donc on parle de plus en plus aujourd'hui des objets numériques reconditionnés. Et ensuite, une fois qu'on a des déchets, recycler, donc optimiser de manière la mieux gérée possible pour recycler tout ce qui est recyclable. Attention à la gestion des dasseries, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux, de savoir vraiment ce qui est à mettre en dasserie ou pas par rapport au risque que ça peut représenter. Et puis ensuite, repenser nos achats pour, encore une fois, réussir à baisser cet volume de déchets. Sur la sobriété chimique, donc ça va concerner les produits de santé, mais ça va aussi concerner les désinfectants, les nettoyants qu'on va utiliser au cabinet. Donc là, c'est important de connaître les logos de danger, mais aussi les nouveaux risques, donc les risques émergents, donc notamment les perturbateurs endocriniens. Repérer ces dangers-là pour ensuite pouvoir les réduire, les substituer et les supprimer. Donc, il y a une question tout à l'heure sur les biocides. Ça dépend sur quelle activité vous voulez réduire les produits chimiques, mais notamment pour tout ce qui va être entretien et désinfection des surfaces, notamment des sols. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers la microfibre plus eau ou vers le nettoyage à la vapeur. Donc, il y a plus de produits chimiques pour ces deux mesures-là, par exemple. Donc voilà les différentes mesures que l'on peut envisager sur tout ce qui rentre et tout ce qui sort, plein de pistes d'action. Avant-dernière clé, donc développer la prévention, la promotion et l'éco-prescription. Bon, je pense que je vous ai déjà bien bassiné avec ça, mais j'y tiens beaucoup. Je suis sûre que vous aussi. Donc, comment, avec l'éco-prescription, par exemple, on va pouvoir réfléchir d'un point de vue très systémique, encore une fois, à maîtriser les prescriptions médicamenteuses qui ont un impact sur l'environnement, qui sont nécessaires parfois, mais qu'on va pouvoir aussi compléter
de prescriptions non médicamenteuses, donc notamment favoriser l'activité physique. Donc là, je vous donne le lien vers le site Manger Bouger, qui a une page dédiée aux professionnels de santé, donc pour faire le test de niveau d'activité physique, par exemple. La méditation, l'hypnose clinique et thérapeutique, de plus en plus de publications qui mettent en avant les bienfaits pour la santé. La prescription de nature également, puisqu'on sait que le contact avec la nature est favorable à une bonne santé mentale et à une bonne santé physique, également de plus en plus de publications. Et puis dans la boîte à outils, je vous propose aussi quelques tips à partager avec les patients sur l'alimentation plus durable, donc locale, de saison, plus végétale, moins transformée à tous les âges de la vie. Donc voilà pour prévention, promotion et puis éco-prescription. Donc toujours bien sûr cette approche en co-bénéfice. On est gagnant-gagnant sur écologie, économie et santé. Et maintenant, la dernière partie sur la communication. Donc, comment être acteur avec toutes ces mesures, tous ces éco-gestes et ensuite être ambassadeur en complément pour développer les nouveaux récits et encore une fois, faire envie à tout le monde de passer à cette démarche éco-responsable. Donc, un moyen assez sympa, je pense, qui peut vous offrir plein d'opportunités, ça va être de transformer la salle d'attente en salle d'attente pédagogique sur le thème de l'éco-responsabilité, mais plutôt sur le thème des co-bénéfices. Donc, sur la thématique qui vous tient le plus à cœur, en fait, communiquer pour ensuite susciter l'intérêt et les questions du patient. Donc là, bien sûr, il faut être en phase avec ce qu'on va proposer. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de écrire la charte du cabinet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en formation, de lancer les premières pistes de réflexion sur cette charte du cabinet pour vraiment ancrer ces valeurs, enfin en tout cas les communiquer, donc communiquer les valeurs autour de la démarche éco-responsable et de la qualité des soins. Plusieurs chartes sont déjà proposées, donc il ne s'agit pas de réinventer la roue. Je pense que c'est intéressant de s'inspirer de ce qui est fait aussi. Il y a aussi des outils pédagogiques qui sont en établissement de santé aujourd'hui, donc notamment la chambre pédagogique, donc encore une fois pour tout ce qui va être autour de la période des 1000 jours. Enfin voilà, plein d'opportunités de communication positive pour emmener tout le monde dans cette démarche éco-responsable. Donc ça, vous le retrouverez aussi dans la boîte à outils. Votre démarche, pas à pas, les mesures. Donc d'abord, observer, franchir les marches les unes après les autres pour s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue, se fixer des objectifs précis, communiquer, toujours bien sûr respecter les recommandations professionnelles et puis communiquer, comme je viens de le dire, pour emmener tout le monde dans cette vision en co-bénéfice positive. Oups, pardon, j'emmène ma table. Donc voilà la boîte à outils. Bon, je ne vais pas la reprendre en détail, mais n'hésitez pas à aller piocher sur les sujets qui vous intéressent le plus. N'allez pas dans tous les sens, parce que si vous avez déjà intégré une démarche, essayez de rester focus sur ce que vous avez déjà engagé en l'approfondissant. Sinon, vous allez vous fatiguer, ce n'est pas le but. Et cette dernière diapo à laquelle je tiens beaucoup, qui est donc notre démarche, les différentes marches à gravir, le lien avec la nature, nous reconnecter, et puis, encore une fois, je réponds à Anaïs, pour reprendre Gandhi, donc l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et je pense qu'on a, en tant que professionnel de santé, un grand pouvoir d'agir. Et donc, n'hésitons pas à en abuser, soyons fiers de ce que l'on fait en termes d'éco-responsabilité. Voilà. Merci Alice. Merci Alice. J'ai quelques questions pour toi. Alors, tu viens de répondre à une, mais en fait, c'est vrai que ça revient beaucoup, en fait, c'est comment, en fait, on va pas avoir l'air trop moralisateur, comment on va avoir, comment parler et aborder de ces questions-là sans passer par le grand Manitou qui donne les conseils. Tu nous as dit être ambassadeur, pourquoi pas utiliser notre salle d'attente, tu nous as donné des pistes, la chambre pédagogique, des choses comme ça, mais gravir les échelons, tu disais les marches les unes après les autres. Oui, bah alors déjà de se dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il faut rien faire. Ça, c'est quand même un bon point de départ, je pense. De regarder qu'est-ce qui nous anime. Donc, je ne sais pas si la question elle est posée pour les patients ou pour les membres de l'équipe. Pour les patients, c'était.
Alors, je pense que vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette approche en co-bénéfice et donc de leur parler de leur santé, parce que c'est quand même c'est pour ça qu'ils consultent. Donc, on parle de leur santé et de les amener sur cette réflexion de, en fait, à avoir une démarche éco-responsable, ça va être meilleur pour leur santé et meilleur pour l'environnement. Mais le point de départ, je pense que ça doit vraiment être la santé. Ceux qui ont eu des clics écologiques, de toute façon, ils n'ont pas besoin de nos conseils. Mais bon, de le relier à la santé, ça peut être aussi intéressant. Et puis, ils vont se rendre compte que le professionnel de santé, il est aussi sensible à ça. Donc, comme ils nous font confiance, ils vont vouloir aller plus loin. Mais ce qui est important aussi, je pense, c'est de communiquer, comme je disais dans la salle d'attente pédagogique, par exemple, de communiquer sur les sujets, les thématiques où on se sent en confiance. Pas aller sur des sujets polémiques aussi, par exemple, parce que là, perdrait le fil. Alors, j'ai pas parlé des nudges, parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, mais les nudges, c'est les petits coups de pouce mentaux. Ça peut être aussi intéressant pour les communiquer. Tu parlais d'incitation. Alors, c'est rigolo parce que Sandra, une de nos participantes, avait une idée, et en tout cas, elle voulait avoir ton idée là-dessus, pour inciter nos participants, enfin nos patients, pour les remercier aussi d'être venus peut-être à pied au cabinet. Elle proposait de laisser nos consultations de quelques euros. Alors, faut pas que ça fâche tout le bord des participants et que d'un seul coup le chat s'enflamme. C'était pas l'idée. C'était est-ce que ça s'est déjà fait, des choses comme ça, un petit peu des incitations, j'ai envie de dire financières en fait, à bouger. T'as déjà vu Je sais ça pas ou si pas? elle se sent alignée avec ça, pourquoi pas. Moi, je pense que ça devrait pas être financier justement, mais ça devrait être surtout une mise en avant des co-bénéfices que ça donne pour la personne et pour la population. Donc, juste la congratulation, moi, je trouve que ce serait déjà top. Pourquoi pas si c'est avec un public d'enfants, mais pourquoi pas adultes aussi, hein, un diplôme, peut-être. Ça dépend du contexte, en fait. C'est compliqué de répondre comme ça. En tout cas, de valoriser ce qui est fait de manière responsable, ouais, c'est une piste intéressante. Mais Et pour financièrement, je sais pas, je tique un peu. bizarrement, moi j'avoue qu'au cabinet, je sais pas si j'aurais été d'accord de baisser mes consultations. Mais bon. J'ai deux questions, mais c'est plus en lien. Alors là, pour le coup, c'est pratico-pratique parce que tu as commencé à parler un petit peu de tout ce qui était les produits d'entretien, etc. J'ai Philippe qui demandait microfibre, tu as mentionné, hein, microfibre plus eau et vapeur, même au cabinet. Là, sa question, c'était même au cabinet, c'est possible. Ouais, alors il est on ne sait pas en quelle discipline il travaille, mais Non. même en cabinet, tout à fait. Même en cabinet où il y a un haut niveau de risque infectieux à gérer, donc je pense chez les podologues ou les dentistes, les sols, on peut tout à fait les faire en microfibre plus eau ou vapeur. Ou vapeur. Et une autre Ouais. question, c'est qu'est-ce que tu pensais de Alors l'eau de attention au nettoyeur vapeur, il y a quand même Javel? une norme médicale. Je crois que c'est NF 72-110. De mémoire, c'est ça, 72-110, pour pas acheter le premier nettoyeur vapeur de Guingois, si j'ose dire, mais assurer quand même cette gestion du risque. Le mettre dans le cadre comme ça, pas tout Je le monde me pourra permets, il y avait l'avoir. quand même la question tout à l'heure sur les formations. Je vais remettre la diapo parce qu'elle donne les dates. Donc ça, c'est les formations qui sont spécifiques au cabinet éco-responsable. Et Et peut-être, Karine, je t'ai coupé. tu peux peut-être préciser, c'est que dans ces formations-là, Alice, bon là c'est un webinar, donc on peut pas en 1 heure et demie, bien entendu, on peut pas tout voir et on a extrêmement réduit. Alice a fait un travail énorme pour réduire et vulgariser sur très peu de temps tout ce qu'elle avait à vous dire. Mais dans les formations, c'est vrai que tu nous as préparé pas mal de fiches. Enfin, il y a beaucoup d'astuces. Vous repartez pas, voilà. Le but, c'est que quand vous venez en formation, vous venez avec vos questions, avec votre problématique métier. Alors, je pense beaucoup au podo parce que je suis podo et c'est vrai qu'on a beaucoup de jetables, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut faire énormément d'efforts de ce côté-là. Donc, vous avez la classe virtuelle du 21 septembre. C'est une classe virtuelle où, peu importe où vous êtes, je pensais à Anaëlle parce qu'Anaëlle ne m'a pas dit d'où elle venait. Peu importe où vous êtes en France ou en francophonie, classe virtuelle 21 septembre, ça pour tout le monde. Et puis, on a une journée entière avec toi à Rennes le 9 octobre et à Brest le 30 novembre. J'avais une dernière question, c'était sur l'eau de Javel. Est-ce qu'il y avait des interdits, tu vois, est-ce que ça pose question quand même l'eau de Javel? Donc,
Le Javel, c'est pas bien. Ouais, voilà. Alors, attention au Javel. Déjà, le Javel, c'est un désinfectant, c'est pas un nettoyant, donc il faut d'abord nettoyer et après désinfecter avec le Javel. Ensuite, il y a plein d'alternatives à l'eau de Javel. Donc, quand on peut l'éviter, c'est vraiment mieux. Parce que c'est pas bon pour la santé humaine et c'est vraiment un polluant environnemental. Donc, alors déjà, ça, c'est un message que vous pouvez passer aux patients, c'est de proscrire ça dans la vie de tous les jours. Pas d'eau de Javel, never. Et au cabinet, je voudrais pas être catégorique parce que peut-être qu'il y a vraiment des spécificités que je ne connais pas pour telle ou telle profession, mais on peut avoir des alternatives. Oui, il y a des alternatives à l'eau de Javel. Merci Voilà. Alice. Donc, je pense, Anna, que tu as eu ta réponse pour l'eau de Javel. Elle a dit never. Donc never, c'est never. On arrive à la fin. On aime bien commencer à l'heure et finir à l'heure au CHEM parce que quelque part, c'est la règle. Et puis, on a tous, voilà, vous avez une grosse journée et on tient à ce que vous soyez en forme demain matin pour accueillir vos patients. C'est mon moment à moi où vraiment, Alice, je te remercie. Je sais que tu avais un programme grand comme ça et tu as réussi à me le faire tenir comme ça. Donc, un énorme merci Alice. Moi, j'ai hâte qu'on voilà, on soit en chair et en os et en classe virtuelle et qu'on échange avec nos participants dans très peu de temps. Un grand, grand, grand merci Alice. Est-ce que tu avais un petit mot pour la fin? Est-ce que tu voulais finir sur quelque chose, toi? Bah non, c'est vrai que je suis un petit peu frustrée de ne pas échanger en direct avec les participants. Je partage ma frustration. Néanmoins, oui, je m'étais challengée à proposer tout ça en 1h30. Bah voilà, j'espère que je vous ai pas frustré non plus à pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais on reste à votre disposition. Voilà, on ne disparaît pas, on est là. Sache que ça s'emballe dans le chat pour dire que c'était passionnant, que des grands merci, c'était super. Bon, je te ferai lire parce que voilà, je pense que ton travail a plu et c'est important de le dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous. En tout cas, les webinaires du CHEM, ça continue. Alors cet été, on vous laisse tranquille. Pourquoi? Parce que c'est aussi un temps de repos voilà, pour nos cerveaux, si on en a besoin. On a dit que le professionnel de santé, il était quand même tout le temps sursollicité. Donc, profitez bien de ce moment de vacances. Rendez-vous le 14 septembre. La thématique sera le patient et le numérique. D'ici là, profitez bien. Un grand merci à tous. Au revoir. Bonne nuit.